Bienvenue à la Galerie 2016 et je suis fière de vous présenter aujourd'hui une discussion entre Jean-Marie Bourgeot, artiste genevois, et Walter Tschopp, historien de l'art. Je laisse la parole aux intervenants. Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. C'était en 2008 pour les 40 ans de la Galerie 2016. Vous savez bien que j'ai une très haute idée de cette galerie. C'est une galerie non seulement commerciale, c'est une galerie à type associatif qui en 68 a été fondée par Alain Petitpierre et quelques amis pour donner aussi la possibilité aux gens, aux jeunes, de commencer une collection, raison pour laquelle il y a chaque année, comme vous le savez, si vous êtes membre, la possibilité de choisir une gravure qui aura été payée préalablement par l'abonnement auquel on souscrit. Et donc, pour les 40 ans de cette galerie, on avait déjà fait une exposition importante pour les 30 ans. Pour les 40 ans de la galerie, il y avait cette pièce-là. La terre, à contrario, c'est quelque chose que vous prenez avec vous. C'est quelque chose de beaucoup plus maternel, parce que vous pouvez même bosser et travailler les yeux fermés. Et pour moi, la terre, c'est ça, c'est arriver à... c'est accueillir une présence qui n'est pas d'ordre visuel. Moi, j'ai abordé la terre pour justement pouvoir faire jaillir une présence, sans pour autant qu'elle soit une illustration justement d'une présence. Ça n'a jamais été pour moi le but de décrire l'humain. Comment traduire ce qui nous habite, pas ce qu'on est, ce qu'on apparaît, mais ce qui nous habite. Pour moi, c'est le centre de mon travail. Donc je ne suis pas dans une traduction de l'esthétique. Moi, l'esthétique, je m'en fiche. C'est pas ça. Moi, je travaille beaucoup avec des modèles. Hein. Il y a toujours un modèle. Je ne fais pas ça comme ça. C'est jamais abstrait. Il faut que j'aille quelqu'un. C'est à partir de la présence du modèle, pas sa beauté ou sa plasticité, sa présence, ça veut dire ce qu'elle émane en dehors de son apparence. C'est ça que j'essaie de traduire. Cette espèce d'humanité qui est en dehors de la forme. Parce que de toute façon, la forme, ça meurt. Mais ce qu'il y a dedans, pour moi, ça ne meurt pas. Donc je suis dans cet espace intermatière. Revenons à ces pièces-là, parce que puisque nous sommes devant, on pourra aller plus loin. Donc, je disais que je suis très content de pouvoir dialoguer avec un sculpteur qui n'est pas juste un sculpteur à femme. Parce que, bon, c'est vrai que... Ouais, ça n'a pas de sens. Elles sont... Non, mais si. Non. Ah, ça a un immense sens dans l'histoire de l'art. Énormément de sculpteurs et de peintres et des peintres à femmes. Et donc, mais voilà. quel est le sens de faire une femme qui existe? S'il faut donner plus, non. Pas pour moi. Michel-Ange a toujours plus. C'est pas juste du Bien corps. sûr. Ceux qui traduisent juste le corps, c'est comme la pub. Ça dit rien, c'est mortel. On ne peut pas avoir le pouvoir et se mettre à nu. Ça ne va pas ensemble. Donc l'homme, tant et aussi longtemps qu'il tient le pouvoir, il doit se protéger. Celui qui a le pouvoir, parce que se mettre à nu, c'est-à-dire être désarmé. Et c'est ça, on se donne à voir, on ne peut pas faire ça. Regardez ça. C'est violent, ça. C'est extrêmement violent, les blessures du corps, tout ça. Un fragment, il exprime pour moi le fait que le corps est vide, puisqu'on voit par la cassure que c'est une enveloppe. Mais les Chinois, ils disent l'homme, c'est un sac d'os. Et le souffle nourrit le sac. C'est-à-dire que pour eux, la présence, ce n'est pas la posture, le corps physique, musculaire, c'est ce qui traverse la personne. C'est pour ça que dans un fragment, on a à la fois dans le corps, dans sa sensualité, sa tactilité, on a envie de toucher, et pourtant, tout fout le camp. Et pourtant, c'est vide. C'est pas cette réalité qui nous nourrit, c'est ce qui circule dedans, si je reprenais l'idée des Chinois. Donc j'aime bien que le fragment, il montre là où le corps fait défaut, alors bien même que c'est le corps qui m'intéresse. Jeune homme, tu étais en Inde, je crois, et que tu vois, est-ce que c'était dans une fouille, je ne sais pas quoi, Dans un champ. Dans un champ, il y avait une divinité qui était enfouie dans la terre et que tu as vu comme ça et que ça t'a traversé de part en part. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des immenses sanctuaires où au centre il y a la Cella. La Cella, c'est le lieu sacré
où le Dieu est représenté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous rentrez et vous êtes tout d'un coup face à un Dieu qui fait 7-8 mètres. Et vous ne pouvez pas voir, puisque son genou, il est à cette hauteur, puis il est tout sculpté. Et en fait, ces Indiens, c'est extraordinaire. Ils font une sculpture du Dieu que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez que la ressentir. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est tout votre corps, ça fait boum. Mais Dieu, je ne vois rien, mais en même temps, il y a tout ça qui circule. Et finalement, je pense que la sculpture, c'est ça. C'est quelque chose de l'ordre de votre corps avec ce corps. C'est pas regarder, voir si c'est bien foutu ou pas. Pour moi, le propos, il est là. D'ailleurs, la tchela, c'est du sanskrit, ça a donné le cellier. Chez nous, la cave, et le cellier, c'est là où on garde l'esprit, c'est-à-dire la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transmutation de la matière en alcool, en esprit, l'esprit de vin. Donc il y a cette même notion sacrée d'enfermer la matière, et tout d'un coup, boum, ça va. Voilà. Vous voyez, moi ça me fait énormément plaisir d'entendre l'artiste parler comme ça, parce que les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un artiste, souvent ils pensent que les artistes c'est des bons aménageurs de formes et de couleurs. Hein. Eh bien non, les artistes c'est des philosophes, c'est des gens qui ont réfléchi aux choses fondamentales de la vie et ça les remonte et ça produit ensuite des formes. C'est là qu'ils sont remplis de cet esprit d'artiste. Et ils sont chacun différents de tous les autres. Il y a là une individualité qui moi, enfin c'est pour ça que je me sens proche des artistes, c'est qu'ils nous montrent le chemin. Un troisième point, cher artiste, c'est que tu as dit une phrase assez forte, quelque part, tu dis « Le feu est mon colossal partenaire ». On revient de nouveau à ce principe alchimique de la fusion, que la matière transmute. C'est-à-dire, si on la chauffe suffisamment, l'argile c'est de la poussière, hein, pour faire simple, l'argile c'est le fruit de l'érosion des montagnes. Les glaciers, c'est comme une râpe à fromage sur les granites les plus durs, ils bougent, ça use les pierres, l'eau de ruissellement emmène toutes ces poussières sous les glaciers, le ruisseau sort au nez du glacier, descend les vallées, va dans la rivière, arrive dans le fleuve, se dépose dans le lac. Et pendant des millions d'années, toute cette poussière de pierre, elle est compressée par la masse phénoménale de l'eau. Le lac Léman, par exemple, il y a 100 mètres de profond, donc c'est des milliers de tonnes pendant des millions d'années qui vous compressent cette poussière. Puis là, il y a un processus chimique qui fait qu'il y a une réorganisation moléculaire de la base, de la poussière, qui fait qu'on arrive à l'argile. Donc cette argile, c'est un peu l'esprit de la pierre transformé par l'eau. Et le céramiste, son travail, c'est de prendre cette énergie malléable de l'argile. Il n'y a pas plus malléable et sensible que l'argile. Vous faites n'importe quoi, ça marque. Il va prendre cette fragilité du vivant qui est obscure, l'argile, il fait nuit dans l'argile. C'est très proche de l'inconscient. Il n'y a pas de forme. Il y a juste une matérialité, mais qui n'est même pas encore matière, puisque c'est mou. Il va prendre cette matière et il va la donner au feu, qui va retourner à la montagne. Il va retrouver à l'esprit de la montagne, ça veut dire à la dureté. Donc, le processus du feu, parce que donc on chauffe, ça par exemple c'est du 1250, le processus du feu, il vous purifie, c'est-à-dire qu'il prend toute l'expérience de votre sensibilité malléable, et puis il va la restaurer vers un ciel où on arrive à la pierre. Donc ça, pour un céramiste, c'est très fort. Alors les terres noires, par exemple, on est juste sous le point de fusion. Ça veut dire que si on monte 10 à 20 degrés plus haut, la terre coule. Donc on est juste sous la lave. Donc on est juste sous, si vous voulez, les montagnes, c'est de la lave qui a durci, hein, ça vient du cœur de la terre. Donc on est très proche de ce processus d'incarnation. Et puis tout le travail du corps, c'est un processus d'incarnation. Donc il y a quelque chose en parallèle entre l'incarnation de la vie, parce qu'on doit apprendre à se redresser, à respirer, à vivre. Et puis le processus de la matière, qui lui aussi il part
du petit malléable, dissolvable et inconscient, à quelque chose qui est réifié, ça veut dire qui est irréductible, puis qui peut sonner. Mais c'est de la boue, ça. Non, mais c'est vrai. Et c'est magnifique. Voilà, les religions, par exemple, chez les chrétiens, ils disent Dieu prit de l'argile, et enfin, je ne sais pas quoi. On a cette notion qu'on est de boue et de feu. Donc voilà. Donc le feu, c'est l'esprit qui fouette la molécule. Là, c'est un coup de feu. Donc la Terre, elle a de l'oxyde, elle a des métaux, là c'est de l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, hein, c'est comme le rouillé, il va vous donner des rouges, des bruns, parfois des noirs. Suivant si là c'est très flammé, c'est-à-dire si la flamme est nue et elle attaque la surface, ça on va aller vers des oranges, c'est théorique, hein, parce que c'est plus complexe que ça. Si là vous avez une bûche qui va bourronner, ça veut dire qu'il y aura ça braise contre. Ben, tu sais que tu as un grand frère dans l'art aujourd'hui, c'est Lucien Freud, le petit-fils de Sigismund Freud. Freud, c'est un véritable cannibale. C'est un cannibale. Ouais, il bouffe l'autre, il y a un malaise chez Freud. C'est comme s'il tournait tout vers une boue nauséeuse. Ça, c'est mon avis d'artiste. Moi, quand je suis face à un modèle, j'essaye de recevoir ce qu'il est, ce que j'en perçois et ce que je suis. C'est-à-dire, ce que je suis, c'est aussi toutes mes projections sur l'autre, mais en même temps, je me situe entre moi et le modèle. Donc c'est plus ouvert. J'essaie de capter l'esprit, mais j'essaie de ne pas trop intervenir tout en sachant que j'interviens. C'est plus respectueux aussi, peut-être. Je ne sais pas, j'inclus l'autre comme un autre. On va complètement changer de sujet. Le bestiaire de Bourgeois. Mais l'animal, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'animal, c'est que le corps, il parle. C'est ça que moi, il me touche, c'est que l'animal, il est comme il est. Il n'a pas de culture. Son langage, il n'est pas culturel. Il est essentiel pour lui. Par exemple, là, il y a une espèce de détente, mais en même temps, moi, je l'appelle le taureau à la lune, comme s'il chantait la lune. Donc c'est un boulot beaucoup plus organique, on pourrait dire. Par exemple, là, le rugissant, moi, ce que j'ai voulu traduire, c'est qu'il plante sa corne dans le sol, il se recharge à la terre. Parce que personne ici ne sait ce que c'est que le balcon des dieux. C'est un lieu dans la nature. Enfin, c'est plus qu'un lieu. C'est plus qu'un lieu. C'est quand vous êtes sur le Jura, je vous donne l'exemple de Sainte-Croix. Sainte-Croix est un très bon exemple parce que là, vous êtes vraiment aux premières loges du balcon, des premiers balcons du Jura. Vous avez devant vous ce splendide théâtre de toutes les Alpes jusqu'au Mont Blanc. Ben, c'est ça le balcon des dieux. L'Inde ancienne, le balcon des dieux, c'est tout le travail yogique de séparer la zone digestive de la zone respiratoire. C'est-à-dire qu'on a souvent une compression. Et tout le boulot du yoga, c'est de restaurer cette ouverture. Vous avez la possibilité, vous respirez complètement. Et si quand vous respirez complètement, les dieux se posent sur votre balcon. C'est pas une belle fin, ça? Merci.